Nora Busni, bonjour, merci d'avoir accepté, cette interview. Alors on va discuter en fait essentiellement de votre livre «Les nouveaux inquisiteurs», l'enquête d'une infiltrée en terre woke qui est apparue, chez Albin Michel. Est-ce que, avant d'entrer dans les questions à proprement parler sur le livre, vous pouvez, vous présenter rapidement votre parcours et ce qui vous a amené à vous intéresser à cette thématique? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter. Donc, je m'appelle Nora Bussini, je suis journaliste d'investigation et j'écris également des livres. Les Nouveaux Inquisiteurs est mon troisième ouvrage. C'est pas la première fois que je me penche sur la question dite du wokisme. J'avais déjà écrit plusieurs papiers pour les médias avec lesquels je collabore, à savoir Le Point et Marianne. Et en fait, l'idée de ce livre vient conjointement de deux enquêtes que j'ai faites pour ces deux médias. La toute première, en fait, il s'agissait d'une enquête pour Marianne, qui était consacrée à la manifestation du 8 mars, où en fait des femmes militantes, se sont retrouvées, violemment, agressées, menacées, tabassées même, à une manifestation où l'on défendait, justement, les on luttait contre les violences faites aux femmes. En fait, elles ont été tabassées parce qu'elles étaient jugées transphobes. Et alors moi, je me rappelle parce que j'avais couvert l'après-manif en interviewant les victimes, en consultant les vidéos d'agression, en suivant leur processus aussi de plainte, si ma mémoire est bonne. Et en fait, je me souviens m'être retrouvée face à ce tout premier paradoxe qui était de me dire à une journée internationale des droits des femmes où l'un des enjeux majeurs de la lutte féministe, c'est les violences faites aux femmes, on tabasse des femmes. Et alors la deuxième enquête qui sortait était celle pour Le Point, qui s'appelle «Les nouveaux repentis du wokisme». C'était une enquête qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce qu'en fait j'avais interviewé des militants qui en étaient revenus. Donc ils avaient à chaque fois, ils avaient tous des profils différents. C'était une militante antiraciste qui était très proche des mouvements décoloniaux, un militant qui luttait contre les violences faites aux personnes LGBT et lui-même était homosexuel, et une militante qui est féministe, qui l'est toujours, hein, mais qui elle était dans un processus de vouloir rentrer pour faire les colleuses, enfin pour rejoindre les colleuses, les collages contre les féminicides. Et donc en fait, je m'étais entretenue avec chacune de ces personnes, et en fait que ce soit pour cette enquête-là ou pour l'enquête dans Marianne, je me suis dit qu'à chaque fois j'arrivais toujours a posteriori et que j'assistais, enfin, je venais finalement contempler et décrire les décombres. Et que je n'étais jamais là dans le processus initial. Et de toute manière, moi, comme je travaille pour Le Point et Marianne, qui sont des médias qui sont jugés pour beaucoup de militants d'extrême gauche comme des médias fachos, mais alors ça, c'est le propre d'absolument quasiment tous les médias pour eux. Et bah, du coup, en fait, à chaque fois que je faisais des demandes d'interview ou que j'essayais d'avoir un contre-argumentaire, il y avait toujours des refus d'interview, quasiment. Et donc du coup, je me suis dit, finalement, si je veux totalement comprendre le wokisme, il faut que je le vive. Il faut que je le vive de la manière la plus concrète possible. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, j'avais lu beaucoup d'essais, il y a énormément d'essais qui étaient sortis. Il y avait même une étude très brillante, celle de Pierre Valentin pour la Fondapol. Et à chaque fois, je me disais, ça m'aide à comprendre, mais moins dans une démarche journalistique. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas prendre le pas de l'immersion. Il faut savoir que l'immersion journalistique, c'est ce que j'adore à titre personnel lire. Et je me suis dit, bah, ça peut être l'occasion. Je tente de me faire une fausse identité et d'intégrer moi aussi les milieux militants, qu'on appelle les milieux woke. Voilà. Alors, ça se lit à la fois, le livre se lit à la fois comme une visite de l'intérieur, des mouvements, woke, mais c'est aussi un récit personnel. C'est entremêlé, en fait, de réflexions personnelles, où vous exposez vos doutes, vos émotions, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, et avec, même un questionnement, psychanalytique quasiment. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de raconter ces moments intérieurs dans le livre? Parce qu'après tout, quelque part, on aurait pu se dire, bah, vous vivez en fait une infiltration journalistique et vous relatez en fait les faits que vous explorez dans cette galaxie woke, et vous racontez pas, comment vous le vivez quoi en fait. Quelle était l'idée en fait derrière? Alors, il y avait eu deux idées. Déjà, la première, c'est que en lisant beaucoup de récits d'immersion, à l'instar de ceux, par exemple, de Valentin Gendreau, l'immersion dans la police,
Il y avait également Geoffrey Le Guilcher qui avait fait une immersion dans un abattoir. Et évidemment, on ne la présente plus, Nelly Bly, qui s'était infiltrée dans un hôpital psychiatrique. Florence Aubenas, voilà, j'en passe, il y en a pléthore. En fait, à chaque fois, je me disais, j'aimerais bien savoir à quel point ça les a atteints. Et à quel point ça les touche au plus profond d'eux-mêmes. Donc il y avait ça, et je m'étais toujours dit, j'aurais aimé beaucoup voir ce que ça donne après leur séance chez un psy. Parce que quand même, c'est vrai que c'est très intense. Et aussi, également, je me suis dit excusez-moi, c'est qu'il y a un chat à côté, ça gêne pas pour la... Non, pas de on souci. adore les chats. Très bien. Et en fait, l'autre point, c'est qu'en fait, je pense que pour avoir, déjà, pour avoir pu interviewer des militants, je me suis rendu compte qu'en fait, le wokisme a un impact immense sur l'aspect psychologique de ces militants. En l'occurrence, quand j'avais discuté avec ces 3 anciens militants, je m'étais rendu compte que tous avaient extrêmement peur. Déjà, ils avaient super peur que l'article sorte, très 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 peur que on puisse les reconnaître. Il fallait que l'anonymat soit le plus total, le plus strict. Et pourtant, je veux dire, je fais beaucoup d'enquêtes en investigation, et c'est une des fois où j'ai vu les personnes les plus angoissées. Alors que, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai déjà interviewé des membres des forces de l'ordre, des personnes qui travaillent dans des prisons. Donc, je veux dire, ils ont énormément à perdre. Et en fait, je les ai trouvés même tous moins stressés que ces militants-là. Donc, je me suis dit, en fait, ça touche au plus profond de l'intime. Et je voulais voir à quel point, moi, ça allait pouvoir aussi m'atteindre, me toucher, me secouer. Voilà. Et alors, quand on lit justement ces pages plus «intimes» entre guillemets, on a vraiment l'impression qu'à un moment donné, vous avez aussi peur de passer du côté, obscur de la force, si je puis dire, et de devenir en quelque sorte une militante? Alors, j'ai jamais eu peur d'être à ce point-là, mais j'ai eu peur de me dire, en fait, j'ai failli, à plusieurs reprises, laisser tomber en me disant, eh bien, peut-être qu'il faut peut-être cet excès dans les luttes pour que les choses avancent. Je partais déjà avec un bagage. Je suis féministe. Bon, féministe universaliste, certes. Alors, pour ces militants, j'ai découvert c'était être un féminisme de droite, voire d'extrême droite, que d'être universaliste. Mais je partais déjà avec ce bagage-là. Je suis aussi très engagée contre les violences faites aux personnes homosexuelles. Donc voilà, c'était contre le racisme, contre l'antisémitisme. Donc forcément, j'avais déjà une sorte de léger bagage militant. Donc forcément, c'est vrai que quand on est face à l'excès des causes que l'on défend, il est très difficile de se dire, est-ce que moi je vais pas non plus tomber dans cet excès-là, ou tout du moins me dire qu'il faut qu'il soit là pour que les choses avancent. Et on ressent quand même des doutes, hein, à la lecture, je dirais en tout cas une forme d'empathie à un certain Ah, bien moment sûr. envers certains personnages. Bien sûr, tout à fait, mais même constante. En fait, se mêlait un mélange, enfin, il y avait un mélange d'empathie constant, et surtout en fait de culpabilité. Et la culpabilité, c'est vraiment le propre des dérives militantes. Puisque, et plus particulièrement, non seulement des dérives militantes, mais plus particulièrement du wokisme, puisqu'on on passe notre temps à ne parler qu'en privilège et en oppression. Donc forcément, on passe son temps à culpabiliser d'être ce qu'on est, d'avoir la vie qu'on a, de ressentir ce que l'on ressent. Et moi, j'ai passé 1 an à culpabiliser et à me dire que c'était finalement moi la grande méchante du film. Et alors qu'est devenu, Nolly, justement ce personnage, qui vous a permis, que vous avez endossé, incarné, auprès de ces militants depuis? Ah Est-ce que bah, Nolly s'est endormie définitivement? Est-ce que, elle réapparaît par moments? alors non, pas du tout. Alors je peux vous dire que franchement, je crois que la sortie, juste avant la sortie, alors la sortie a été tellement violente que je peux vous dire que je n'ai plus aucune once de culpabilité, quelle qu'elle soit. Sincèrement, parce que quand j'ai vu, j'ai pu subir de plein fouet la radicalité des luttes. Malement pris si je venais à culpabiliser face à des gens qui ont souhaité ma mort, qui m'ont menacé, qui m'ont insulté, moqué, harcelé massivement. Voilà, j'ai quand même des limites. Et non, non, mais alors par contre, je suis encore plus que jamais féministe universaliste, parce que je suis certaine que la réponse se trouve dans l'universalisme. Et mon livre en a été la preuve, et surtout, là où ça a été le plus rassurant, c'est que je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que vous avez changé néanmoins d'avis sur ces mouvements au fur et à mesure de votre enquête? Oui, sur un point, c'est qu'ils me font plus du tout peur. Chose où avant, quand je travaillais le sujet,
seulement journalistiquement par des articles et que j'étais, je sais que ce soit, chez Marianne, Au Point, mais il y a aussi, pléthore d'autres médias, qui s'intéressent à la question, qui la travaillent et qui l'écrivent. Il y a à chaque fois un petit peu cette impression de peur, de fantasme, de se dire qu'on va tomber dans une forme de dystopie en France et en fait, je me rends compte qu'absolument pas. Ce sont des militants qui sont totalement dispersés, qui ne parviennent pas à réussir à s'unir, à s'entendre et c'est à l'image de la Pride radicale. Ce sont des personnes qui vivent comme une offense et une violence le fait de dire IL au lieu de AL. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui me font dire que j'ai pas peur, je veux pas avoir peur je peux pas être alarmiste en fait, tout simplement. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui peuvent m'inquiéter. Et ça, je les ai conscientisées après la sortie. Mais en tout cas, je n'ai plus du tout peur. Est-ce que, vous pensez que ces idéologies ont un impact sur la psychologie justement des militants? Parce que quand on lit votre livre, on voit que, une certaine fragilité en fait, psychologique, chez ces gens. Alors oui, alors moi je sais que j'ai été, je suis très, très prudente sur la question. Je vais absolument pas, poser des diagnostics ou pathologiser des personnes, donc parce que c'est absolument pas mon travail. Toutefois, moi je peux dire une chose, c'est que déjà ce sont quand même des militants qui, pour la plupart, se revendiquent, souffrir de pathologies. Soit c'est diagnostiqué, soit eux-mêmes sont autodiagnostiqués. Et déjà l'autodiagnostic peut poser, question puisque quand même j'ai pu rencontrer des personnes qui, étaient persuadées qu'il faut, abolir la psychiatrie, même abolir, plus largement parfois même la médecine, les hôpitaux parce que, ils estiment que, les diagnostics qui ont été faits envers eux sont faux. Et la plupart du temps, moi, je m'attendais à ce que, il nie un diagnostic posé, mais en fait, non, il nie le fait qu'il n'y a pas de diagnostic. C'est-à-dire ils sont souvent, font plusieurs à être persuadés, par exemple, de souffrir de troubles du spectre autistique, d'être peut-être, enfin, j'en ai entendu qui sont ils se pensent TDAH, ils pensent avoir des troubles bipolaires, borderline, voilà. Et à chaque fois, ils disent je suis autodiagnostiqué parce que les médecins n'ont pas voulu se pencher sur mon cas. Alors déjà, c'est tout à fait faux parce que quand on discute vraiment avec eux, on se rend compte qu'ils ont fait des rendez-vous médicaux, mais c'est juste que les médecins n'ont pas posé de diagnostic. Euh, la question aussi de la dysphorie de genre, c'est une question que eux n'estiment pas être une pathologie mentale. Euh, Où ils vont dire que par exemple ils souffrent d'une dysphorie de genre, alors que parfois ça n'est pas le cas. Donc voilà, moi je les pathologise pas, mais je peux dire que d'eux-mêmes ils le font finalement. Et, euh, et je sais qu'il y a aussi souvent dans ces militants, souvent parce que pour la plupart ils sont aussi anti-police, enfin ce sont des personnes antifa, et ben on retrouve quand même beaucoup de crises de paranoïa. C'était le cas moi d'une de mes binômes à la Pride radicale, qui à un moment je me suis dit mais c'est pas possible, là il y a une paranoïa. Elle était persuadée qu'on était écoutés. Ils étaient persuadés à se dire le gouvernement nous écoute, nous épie. Là, c'est sûr, c'est des gens des renseignements généraux, ils sont là. Et enfin, eux, pas du tout. Et en fait, c'est par cette peur et cette colère envers l'État, envers les forces de l'ordre, qui peut créer aussi des accès de paranoïa. Mais encore une fois, je suis pas du tout spécialiste. Oui, c'est ce que vous racontez, notamment quand vous préparez le service de sécurité Oui, exactement. de cette Pride où les gens sont complètement en panique, à Ah oui. l'idée de voir des policiers, de Ah mais bien sûr, et c'est même là où c'est la première fois de ma vie. Alors eux, ils vont vous dire, bah oui, mais c'est parce que c'est un privilège de blanche, que je n'ai pas peur des forces de l'ordre. Mais moi, je peux vous dire que c'est la première fois que je me suis dit, c'est certain que je vais finir en garde à vue, c'est certain que je vais me faire frapper par des policiers, parce que on est conditionné pendant 12 heures à ça. Et en fait, dans les faits, quand j'ai quitté cette formation, j'avais fini par demander en me disant, mais l'année dernière, il y a eu combien de tabassage de policiers ou d'arrestations, ils m'ont dit aucune. Donc en fait, on nous prépare 12 heures durant de la déformation d'anti-répression en nous disant à quel point la police nous veut du mal et pour que dans les faits, ils se basent sur techniquement rien puisque l'année d'avant, qui était la première édition, moi j'ai fait la deuxième, il n'y avait pas eu d'arrestation. Et pourtant, je peux vous dire qu'en 2022, ils hurlaient dans les rues, tout le monde déteste la police, un flic, une balle, justice sociale et tout ce qui va avec. mmh. Alors on sait bien que le mot wokisme, c'est un peu un mot commode, Oui. valise pour, rassembler des idéologies assez, différentes les Mm. unes des autres, mais néanmoins, comment est-ce que
Qu'est-ce que vous retenez en fait de quels sont les points communs en fait entre ces différents groupuscules? Mmh Enfin mh. moi j'appelle ça des groupuscules parce qu'ils me paraissent pas non plus toujours très nombreux en fait, notamment quand vous décrivez ce qui se passe à Paris 8, c'est plein de micro-réunions avec quelques Oui, c'est ça. personnes et cetera. Chacun a ses credos, sa vision et cetera. Mais quel est leur point commun en fait? Leur point commun déjà, c'est la haine de la France, la haine des forces de l'ordre, la haine de l'État. Heu, c'est des personnes qui sont presque, on pourrait dire, anti-républicaines. Hem, c'est aussi une excessivité, dans le progressisme, parce qu'être progressiste, c'est pas du tout quelque chose de mal, bien au contraire, mais eux sont excessifs dans leur recherche du progrès, et tout devient progrès, et on est tout de suite taxé de conservateur si on émet ne serait-ce une quelconque critique. Par exemple, moi, je suis considérée comme transphobe parce que bah, je questionne et j'estime qu'il faut de la prudence pour transitionner. Transitionner surtout quand on est une personne mineure, et même mineure de moins de 15 ans. Et juste ça, ça fait de beaucoup de gens, dont moi, des personnes transphobes. Voilà, moi je pense vraiment ce qui est le socle commun, et la haine de la France, la haine de la police, et de tout ce qui mêle la France en fait dans son identité et dans son histoire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une négation de la science commune? Oui, oui et non. Alors plutôt de la médecine, je pense, parce que d'ailleurs justement ce sont des personnes qui prônent le fait de qu'il y ait moins de médecins et plus de pères aidants. Alors les pères aidants, c'est ce que j'ai découvert pendant l'immersion, c'est des personnes, donc c'est très intéressant, hein. En plus le père aidant est très utile dans les pathologies. C'est des personnes qui souffrent de la même pathologie qu'une autre, et qui du coup vont être des accompagnants parce que eux ils ont réussi à être stabilisés dans la pathologie dont ils souffrent. Mais en fait, c'est très utile en parallèle de soins. Mais ça ne doit pas être la seule personne qui vient aider, enfin qui vient soigner le patient, hein. Et eux, ils estiment justement que bah il ne devrait y avoir que des pères aidants pour pouvoir. En fait, il faudrait soi-même souffrir d'un mal pour pouvoir aider l'autre, et c'est tout. J'ai aussi l'impression qu'à un moment donné de votre, infiltration, vous avez eu le besoin impérieux de vous nourrir intellectuellement par d'autres points de vue, notamment en discutant avec votre amie, Leïla, mais aussi des interviews de militants, qui n'appartiennent pas directement à Mmh. ces mouvements, même qui en sont des fois, à l'opposé, qui les récusent. Et pourquoi est-ce que vous avez eu le besoin en fait de redevenir par, moment, une journaliste? Ah bah, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'avais déjà décidé, je partais du principe que pendant un an, j'ai pas lu Charlie Hebdo, par exemple, qui est un magazine que je lis, que j'aime beaucoup. Pendant un an, j'ai fait en sorte de me nourrir exclusivement de ce dont enfin, quasiment exclusivement, de ce dont se nourrissent, ces militants, s'abreuver de contenu sur les réseaux sociaux d'influenceurs qu'ils peuvent suivre, très majoritairement des coloniaux, d'écouter les podcasts qu'ils écoutent, de lire les livres qu'ils lisent. Voilà, donc je me conditionnais. Mais vers la fin de l'immersion, je me suis dit: «J'ai peur de sombrer dans un antimilitantisme, absolu, sans être capable de faire la distinction entre une cause qui est noble, et les excès de ces causes». Et c'est pour ça que j'ai tenu à aussi laisser la parole à des personnes, bah, alors comme disent les militants, on va dire woke, ils disent tout le temps: «Laissez parler les concernés». Pourquoi pas? Eh ben, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé parler des personnes, bah, notamment Arnaud de Fierté Citoyenne. Mais il n'y a pas que lui, il y a plusieurs autres militants qui sont bah, des militants LGBT, par exemple, universalistes, et qui eux-mêmes, encore plus que moi, qui n'avaient qu'une expérience de quelques mois dans le militantisme, eux, ça fait des années qu'ils militent, et eux, ils les ont vus venir, ces excès dans les luttes. Et ils ont été capables, dans leur propre militantisme, de ne pas sombrer dans ces excès-là, d'être capable de voir où se trouvait le curseur entre aider des personnes et être excessif dans les luttes qu'ils défendent. Et c'est pour ça que je voulais leur laisser la parole, pour que le lecteur il ait ces deux points de vue et qu'il ne se dise pas juste tomber dans un truc que j'ai déjà entendu, qui est si t'es homosexuel c'est que t'es woke, si t'es féministe c'est que t'es woke. Et ça je l'ai entendu mais énormément de fois, et c'est ce que j'ai essayé dès le début de rétablir en disant non, ce n'est pas vrai. Voilà. Au risque d'ailleurs pour eux de vivre des chocs à la fois idéologiques, voire, Bien sûr. plus violents parce qu'en fait on voit bien, au cœur même de ces manifestations déjà les gens sont Oui. pas d'accord entre eux et cetera. Mais alors vis-à-vis de ces associations, Ah, bien sûr.
plus universaliste, c'est carrément, violent, en tout Ah cas mais dans les au travers des réseaux sociaux. Ah mais au travers des réseaux sociaux et en vrai, il y a des militants du printemps républicain qui sont quand même considérés, c'est considéré comme d'extrême droite. Enfin, ça vraiment, mais à chaque fois, je tombe des nues. Quand j'entends Elisabeth Badinter est une féministe d'extrême droite, je me dis, ok, mais pas de ces gens, ce n'est plus possible. Et Ce là, qui c'est serait le un cas. oxymore quand même, Ah ouais, non, mais être une féministe d'extrême droite, c'est quand même, non, mais je vous assure que je l'ai entendu. Elisabeth Badinter a un féminisme d'extrême droite parce qu'elle est universaliste. Et en fait, oui, c'est même encore plus dangereux pour eux. Et c'est en ça que j'avais fait dans une interview le parallèle avec l'islamisme. Les terroristes vont être encore plus violents et véhéments envers les musulmans qu'envers les non-pratiquants, parce qu'ils estiment que les musulmans avaient accès à la foi rigoriste et qu'ils ne l'ont pas appliquée, qu'ils sont contentés d'un islam lambda. Et ils sont beaucoup plus, c'est même considéré comme beaucoup plus grave d'être simplement musulman que d'être non-croyant. Et c'est un petit peu ce que j'ai pu retrouver, alors à moindre mesure, dans ces luttes-là, c'est qu'ils étaient encore plus violents, véhéments, insultants, menaçants envers des militants universalistes qu'envers des personnes qui ne militent tout simplement pas. la deuxième partie du livre, en fait, vous ramène sur les bancs de la fac. Au début, vous avez l'air d'être très contente, en fait, de cette idée de récupérer une carte étudiante, de repartir, avec des livres sur les campus et cetera. Mais vous vivez, en fait, une énorme surprise sur l'évolution de l'université. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet écart qui transparaît dans cette partie entre ce que vous imaginiez et ce qu'est vraiment ce qui se passe réellement, à Paris 8, notamment qui est sans doute l'endroit où, les choses sont le plus extrêmes, on va Ah dire, oui, oui, par rapport à ça? c'est le bastion du militantisme extrémiste. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas récupéré de carte étudiante et ça, j'ai vraiment tenu à le dire. J'ai pas pris la place d'un étudiant, jamais. Oui, vous étiez en auditeur Voilà, libre, j'étais oui. auditrice libre, et à Paris 8, c'est vrai que c'est pas du tout contrôlé, donc je pouvais absolument faire, toute ma vie dans le dans la fac. Je pouvais suivre les cours que je voulais, assister à tout ce que je voulais, mais je tenais à justement ne surtout pas prendre la place d'un étudiant. Alors, c'est vrai que moi je suis arrivée, ça faisait, oui, ça fait, oui, peut-être 10 ans que j'étais pas j'ai commencé, c'était en 2013 que j'intégrais, la fac, Paris 4, la Sorbonne, donc voilà, ça fait quelques années que j'étais pas retournée à la fac, même si j'ai 28 ans. Donc du coup, moi, j'étais plutôt ravie, et je gardais un souvenir de la fac comme quelque chose de presque pas. Enfin, déjà, je conscientisais pas totalement ce qu'était le wokisme quand j'étais étudiante. J'ai même fait quand même un master de littérature du genre que j'ai certes pas terminé, mais parce que pour de multiples raisons. Et en fait, là, quand je suis arrivée à Paris 8, je me suis dit, est-ce que c'est déjà mon choc d'étudiants privilégiés sorbonnardes de Paris 4 qui découvrent Paris 8, ou est-ce que c'est que vraiment il y a des choses qui vont pas? Alors déjà, moi, je sais très bien que la chose qui m'a surprise, c'est l'absence de porc dans les menus des cantines. Alors le crous, je crois qu'il y en avait un peu, mais je pouvais pas avoir accès parce que je voulais déjà pas prendre. Il n'était pas question de prendre un menu du crous qui appartient à un étudiant en situation précaire. Mais en tout cas, pour tout ce qui était tous les food trucks, les cafétérias de la faculté, c'était toujours précisé que c'était sans porc. Et ça, c'est quelque chose qui me troublait beaucoup. Parce que c'est pas du tout que on fasse des menus où il doit toujours y avoir du porc, non, mais il peut y avoir différentes options. Et là, en l'occurrence, des options, il n'y en avait pas. Et ça, c'est des choses que j'ai remarquées sur beaucoup de choses. Moi, j'ai tenu à suivre des cours dont le sujet était les violences policières, et c'était quand même un cours important de la L2 de sociologie. J'ai suivi aussi des cours en L3, où la toute premier cours qu'on nous fait le prof, et alors désolé de le préciser, mais c'est un prof qui était blanc. Il arrivait devant une salle de classe où il y avait des élèves, il y avait une mixité dans la classe, et en fait, les élèves étaient absolument juste là pour suivre le cours. Et c'est dès le début que le professeur nous a renvoyé à nos couleurs de peau en nous disant, alors qu'il n'était même pas question de ça, ah, ça fait du bien de s'adresser à un public comme celui d'ici et pas auprès de petits blancs de Sciences Po et de la Sorbonne. Enfin, il nous dit quelque chose comme ça. Il disait, je l'ai cité dans le livre.
parce que Oui, je l'avais noté. Et dès le début, je me suis dit: «C'est dingue». Je En plus, les étudiants, personne n'a réagi, tout le monde s'est un peu regardé en chien de faïence parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ils parlaient de couleur de peau, alors c'était même pas la question. Et en fait, dès le début, les professeurs renvoient à ça. J'ai noté après, j'ai retranscrit les intitulés des cours en master particulièrement, stratégie du désir, queer, dans l'Espagne je crois que c'était médiéval, enfin voilà, on les retrouve dans le livre, je les ai tous notés les cours qu'il y avait. Et moi, c'est vrai que ça me faisait tomber des nues, qu'il y ait des cours, sur ces sujets-là, parce que c'est pas du tout des questions qu'on retrouvait, je vais pas dire, je vais dire à l'époque parce que même si je pense pas être si âgée que ça. Et aussi, alors ce que j'ai trouvé assez dingue, donc c'est l'omniprésence d'une politique d'extrême gauche et pas n'importe laquelle, puisque là-bas Fabien Roussel est considéré comme de droite. Oui, et en plus il a vraiment pas le droit d'avoir ses affiches et ces quartiers-là. Où on a un discours qui est aussi constamment entre l'omniprésence de Monsieur Jean-Luc Mélenchon ou du NPA. Avec particulièrement Anas Kazib, qui appartient quand même à un mouvement d'extrême gauche très radical, qui tout récemment, son mouvement et en tout cas celui du pain et des roses, qui est affilié à son collectif, a quand même appelé le Hamas comme la résistance palestinienne. En tout cas, c'est ce qu'a dit une de leurs porte-parole. Donc voilà, et lui fait des conférences dans des salles de TD en fin de journée pour les étudiants. Il est invité allègrement. Monsieur Mélenchon et d'autres, c'est pareil. Et alors déjà, moi, je me suis dit, c'est fou parce qu'il n'y a donc qu'un seul son de cloche. Et ce son de cloche, même à l'intérieur de ce son de cloche, on n'a pas un Fabien Roussel. Et alors, le dernier truc qui m'a vraiment surprise, c'est qu'en fait, j'ai pu rejoindre une association pour laquelle on nous a prêté une salle de TD à l'intérieur de la fac. Je le précise toujours, c'est important. Donc, c'est le doyen, enfin les doyens de l'université qui valident le fait qu'on puisse avoir accès à cette salle-là pour s'installer où on souhaite. Une association interdite aux hommes cisgenres. Donc ça, quand même, ça veut dire que dans une salle de TD de la fac, lorsque nous nous réunissions, nous avions, vous, je me permets de présumer de votre genre, désolé, vous n'aviez pas le tant pis droit, pour moi. oui, navré, vous n'aviez pas le droit de pouvoir nous rejoindre et écouter ce que nous avions à dire. Et ça, moi, je pense on cochait absolument toutes les cases des dérives d'extrême gauche. Et alors, bien sûr, Mais alors j'ai pas parlé, je suis navrée, de tous les discours anti-police qui nous accueillent, qui véritablement nous accueillent, parce que quand on rentre pour aller en cours sur l'escalier principal, c'est marqué All cops are bastards. Donc tous les flics sont des bâtards. Et ça, ce tag-là, il reste des dags comme ça, il y en a, mais à l'appel. Et puis ils sont là constamment, ils sont pas du tout effacés. Pareil, des messages antisémites. Sous couvert d'antisionisme, il y en a pas, il y en a beaucoup à Paris 8. Et je les ai même pris en photo et lorsqu'il y a eu les attaques du 7 octobre, je les ai publiés sur mes réseaux sociaux pour montrer quand même que ça date pas d'hier. à la fin du livre, vous concluez le livre par un échange avec votre psy. Et vous dites, enfin, c'est le psy qui vous dit ça, vous commencez à en avoir votre dose du wokisme. Et vous dites: «J'opine du chef, nous sourions malicieusement comme pris en faute». Et lui, il vous dit: «Moi aussi». Et je crois que vous, comme pour moi, il va falloir refaire de la créativité sur autre chose. Et est-ce que vous pensez que cette idéologie woke est vouée à disparaître, notamment comme le suggère un peu Pierre Valentin? Ou est-ce que c'est simplement une indigence, qui fait que, en fait, elle existe, elle est prégnante dans les réseaux sociaux, elle est prégnante parfois dans la rue, dans des manifestations, mais elle est peut-être en train de s'étioler plus ou moins? Alors je ne sais pas si elle est vouée à disparaître, mais à s'étioler, c'est certain. Je pense que, alors peut-être simultanément, comme on a un peu tous enchaîné nos livres, Samuel Fitoussi, Pierre Valentin et moi, on a vu que en fait, moi, en tout cas je vais parler pour ma part, mais je m'attendais pas du tout à ce que le livre ait un tel succès et fasse autant réagir les gens et que ce ne soit pas cantonné qu'à la droite et on va dire à l'extrême droite française, pas du tout. Et les Français ont massivement réagi et ça j'étais très surprise. Je recevais mais jusqu'à une dizaine pas de messages par jour. Je crois que j'ai reçu plus d'un millier de messages depuis que le livre est sorti, entre les lettres, les mails, les messages de gens qui me disent
Oui, je l'ai constaté. Oui, moi aussi, j'étais militant, j'ai vu ces excès. Ma fille est comme ça, ma fille m'a raconté ça, mon fils m'a dit ça. Enfin voilà, en France, on le voyait avec les ventes du livre. Je pense qu'en fait, en France, les gens ont leur dose du wokisme. Les marques commencent à en avoir aussi marre et voient que c'est pas forcément quelque chose sur lequel ça marche. Je vois aussi que sur les séries télé, Samuel Fitoussi l'explique bien mieux que moi, qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Tout n'est pas non plus gagné, mais c'est en très bonne voie. Tout n'est pas non plus gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a un point sur lequel je peux être alarmiste, et c'est bien le seul, c'est que on reprend ce qui était dit à la fac. Quand je vous racontais que justement, il y a des masters où il y a des cours en stratégie du désir lesbien dans l'Espagne médiévale, je sais pas le terme exact, mais c'est pour donner un exemple, qui sont encore une fois dans le livre les intitulés. Que pensez-vous que des étudiants qui suivent ces cours-là vont faire comme travail par la suite? Ils ne peuvent pas être tous sociologues, ils ne peuvent pas tous gagner leur vie. Et moi, je sais très bien ce qu'ils font, ces étudiants-là et d'autres aussi. Ils deviennent professeurs contractuels. Parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, et c'est un sujet que je connais bien, j'ai moi-même été professeur contractuel, on a besoin d'enseignants. Et aujourd'hui, on prend des enseignants avec une licence plus ou moins générale. Et alors, du coup, ce sont des personnes-là qui sont ultra militantes, qui se retrouvent à remplacer des professeurs titulaires qui sont en burn-out, qui sont épuisés et qui ont accès à des classes où l'esprit est encore malléable, l'esprit est en train de se forger. Et on le voit parce qu'on voit de plus en plus d'élèves qui racontent les excès de certains de leurs enseignants. Et quand on recoupe, on voit que c'est très souvent, pas toujours, mais que c'est très souvent des professeurs qui sont contractuels. Alors, on sait que le livre, il a bien marché, globalement, hein. Je veux dire, beaucoup de gens l'ont lu, il y a eu beaucoup de critiques partout et cetera. Quelle a été la réception du livre chez les wokistes? On vous a notamment reproché, la photo de Nolly, parue, dans Le Point. Ça a été un truc qui a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux. On a raillé l'idée, de l'infiltration en disant que, et en jouant un peu aussi sur les mots, en utilisant le mot infiltration par rapport à une infiltration militaire, alors que, Ouais. Oui, oui, oui. c'est un terme journalistique pour ceux qui savent quelles sont les techniques journalistiques. Comment est-ce que globalement, quels sont les types en fait de réactions que vous avez eues en dehors de la moquerie? Bah, déjà quand même des menaces de mort. Nous, on a dû suspendre les rencontres en librairie, au début parce qu'il y avait trop de menaces. En fait, ça a été très compliqué parce que, moi une exclusivité avec Le Point et Le Point quand ils sortent une exclue, ils la sortent toujours une semaine avant la sortie du livre. Donc le livre était encore sous embargo pendant une semaine, donc moi je ne pouvais pas, commenter ce qui se passait. Et en fait, les gens n'ont rien compris parce que déjà la plupart, comme Marine Bausson sur France Inter, reconnaissent ne même pas avoir lu Le Point. Et donc tous étaient persuadés que Le Point m'avait payé pendant 1 an pour rédiger un article. Et que cet article, c'était celui d'où était sortie la photo. Donc moi, ça me fait rire. Hein. J'aimerais bien que le point, le point me paye pendant 1 an juste pour un article. Mais du coup, ils n'avaient même pas conscience que c'était un livre qui allait révéler beaucoup plus de choses après. Donc voilà, donc il y a eu un cyberharcèlement massif qui est quand même venu et qui a été bien engendré de la part de militantes féministes très présentes sur les réseaux sociaux qui ont des comptes à 300 000, 400 000 abonnés et qui du coup partageaient mon nom, mon prénom, les photos, détourner ce que je disais hein, évidemment. Et après, donc du coup, ça a été un petit peu 24 heures, même 48 heures de haine. Et en fait, moi, je pouvais absolument rien dire parce que bah, le livre était sous embargo et que j'avais déjà organisé plusieurs exclus, notamment un face-à-face avec Caroline Roux. J'avais une interview dans Marianne qui sortait, donc je savais déjà que j'allais pouvoir dire des choses. Mais ça a été quasiment une semaine de déferlante où on ne peut rien dire. Et après, en fait, ça a fait beaucoup plus consensus. Parce que finalement, je crois que j'ai fait une promo. Bah là, elle est encore en train de continuer. J'en suis à mon 4e mois de promo. J'ai fait entre la France et l'étranger, j'ai fait une cinquantaine de médias différents. Et finalement, j'ai eu une seule critique négative
Négative ou quand même ils ont essayé de vérifier, hein, parce qu'il y a eu plusieurs médias, Mediapart, Street Press, et donc Arrêt sur Image qui ont demandé le livre pour pouvoir, bah, vérifier, hein, si j'avais vraiment fait ce que j'ai dit parce que quand le livre, le teaser est sorti, tout le monde était persuadé que j'avais passé 1 an, au royaume du mytho comme dit Anas Kazib. Heu et du coup, ils se sont rendus compte que non. Mais bon, du coup, bah, comme dit Arrêt sur Image, avoir fait, une quinzaine d'événements, et avoir fait 6 mois à la fac, ça ne suffit pas. Et que j'aurais dû faire beaucoup plus, mais Ça que ce n'est suffira pas du jamais. mensonge. Non, bah, non, ça va jamais de toute manière parce que, enfin, quand on dépeint un excès dans les luttes, et bah, forcément ça leur convient pas. Puis de toute manière, on voit les positions de ce média, surtout depuis le 7 octobre. Voilà, mais en tout cas, moi je suis assez contente parce que, bah, majoritairement le livre a fait, consensus, à l'étranger aussi il marche très bien, en Belgique, en Suisse et surtout au Québec, où j'ai eu un super accueil. Donc, bah, je suis très contente. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'était passionnant. Bah, Merci c'est moi qui d'avoir vous remercie. accepté cet entretien et bah, on attend avec impatience, un prochain livre d'infiltration. On verra si c'est ça, mais en tout cas, il y a des projets déjà qui arrivent. Merci à vous, j'étais ravie de cet échange Merci. aussi, c'était passionnant.